Le roman d'un chef-d'œuvre, un podcast des ateliers Henri Dougier. Certains tableaux ont cette étonnante capacité de nous réenchanter, corps et âme, de mobiliser notre mémoire, notre imaginaire, nos émotions. Mais comment sont-ils nés ? Dans quelles circonstances et à quel moment de la vie de l'artiste ? Chaque auteur de cette collection raconte la véritable saga d'un tableau, en le mettant en scène à l'époque et dans le lieu où il a vu le jour. Ces fragments de notre patrimoine universel sont une source inépuisable d'émerveillement et d'empathie. Face aux violences du monde, à nos peurs, à nos tentations de repli sur soi, la voix des artistes réconcilie, réveille et rassemble. Résonne alors en nous cette quête éperdue du beau, la beauté, simplement. Et toi, Laërte, quel est ton avis sur ce tableau ? Tu n'en as rien dit quand tu es venu le chercher l'autre jour. Oui, renchérit Michele, qu'en penses-tu ? L'homme de loi, qui était toujours debout au milieu de l'atelier, chercha du regard un endroit où s'asseoir. Je lui avançai une chaise et lui proposai un verre d'eau, qu'il refusa d'un geste. Ce que j'en pense, moi, je vais parler franchement. Ta mort de la Vierge, Michele, est une réussite incontestable au plan artistique. J'apprécie la façon dont tu dramatises la scène par le contraste violent entre la pénombre où baigne la pièce et la lumière qui éclaire le crâne des apôtres et le visage de Marie, puis les épaules de Madeleine assise. J'aime aussi le jeu des couleurs. Le rouge de la robe qui renvoie au rouge de la tenture placée au-dessus du lit. Tout cela, assurément, est d'une grande beauté, et il y a une étrange force qui se dégage de cette scène de deuil. Mais, disons quand même les choses. Si l'on ne savait pas qu'il s'agit de Marie veillée par les apôtres, la mort pourrait être une femme du peuple, pleurée par les siens dans un modeste logis. En un mot, ton tableau manque de sacré. Je n'ai jamais promis de faire une image pieuse. Je peins la réalité, moi, telle qu'elle se donne à voir. Et dans la réalité, il y a aussi la mort. Je sais, Michele, tu me l'as déjà dit, mais les frères Carmes sont des gens simples. Ils ne peuvent pas rentrer dans de telles considérations. Pour eux, la vérité est celle qui est racontée par l'histoire sainte. La Vierge s'est endormie, puis est montée au ciel. Sa mort n'a été qu'un passage, un transito. Enfin, bref, ils ne comprennent pas ton tableau, ils ne l'aiment pas, ils n'en veulent pas dans leur église. Tu chercheras un autre acquéreur quand tu l'auras repris. En tant qu'administrateur des finances du couvent, j'ai obtenu que la compte de 50 ducats qui t'avait été versée ne te soit pas réclamée. Encore heureux. J'ai honoré la commande, moi. Ce sont eux qui me font défaut. C'est ce que je leur ai expliqué, et je les ai convaincus. Cherubini se leva pour prendre congé. Michele le raccompagna jusqu'à la porte, mais l'homme de loi s'arrêta sur le seuil. « À propos, murmura-t-il, pourquoi as-tu mis au premier plan Marie-Madeleine, la prostituée repentie ? Avec l'histoire de ton modèle, ça fait beaucoup de prostituées pour une peinture de la Vierge, non ?» Cherubini avait prononcé ces mots avec un sourire en coin. Il poussa la porte et s'éloigna sans attendre la réponse. Vous venez d'entendre un extrait du Dernier sommeil selon Caravage, un ouvrage d'Alain Leninez paru aux ateliers Henri Dougier, qui mêle récit romanesque et enquête historique pour raconter l'histoire du célèbre et scandaleux tableau du Caravage, La mort de la Vierge. Alain Leninez, bonjour. Pour commencer, pourquoi avez-vous choisi, après avoir écrit sur l'Olympia de Manet, de vous intéresser à La mort de la Vierge de Caravage ? Alors j'ai choisi La mort de la Vierge parce que ce tableau a une histoire forte. Il est créé à un moment charnière de la vie de Caravage, en 1606, année où le Caravage va être condamné à mort pour avoir tué un homme lors d'une rixe et où sa vie va alors basculer dans une sorte de descente aux enfers qui va durer 4 ans. Il est condamné à mort, exilé, obligé donc de se réfugier à Naples, qui était alors le royaume d'Espagne, c'était pas l'Italie.
Et ensuite, il est emprisonné, il s'évade d'une prison où il se trouve dans des conditions tout à fait rocambolesques, il est retrouvé mystérieusement agressé, on ne sait pas par qui d'ailleurs. C'est ce que je disais, c'est une véritable descente aux enfers dans les 4 années qui vont être ces 4 dernières années, puisque finalement, il est mort très jeune, à 39 ans. Alors, la mort de la Vierge est un tableau qui frappe par la beauté de sa composition. On y voit une femme morte étendue sur un lit et pleurée par un groupe d'hommes qui l'entourent. Son visage est serein, éclairé par une lumière chaude qui traverse la pénombre, et l'auréole qui est à peine visible, c'est juste un trait doré minuscule, très ténu, nous fait comprendre peut-être au bout d'une seconde ou deux qu'il s'agit de la Vierge Marie pleurée par les apôtres, et ce décalage dans la compréhension nous interroge. Pourquoi Caravage a-t-il peint la mère de Dieu de cette façon? Alors ça, c'est à chaque spectateur de trouver sa réponse. Et alors justement, ce tableau a fait scandale en 1606, quand le Caravage l'a achevé. Pour quelle raison? Oui, ce tableau, c'est vrai, a fait scandale à l'époque, à tel point que les moines du couvent des Carmélites à Rome, qui avaient commandé à Caravage ce tableau pour leur église, l'ont refusé et lui ont restitué le tableau. Alors, pourquoi? Parce que c'était choquant pour ces religieux, de représenter ainsi la Vierge Marie comme une simple femme morte. Parce que, selon la tradition catholique, la Vierge n'est pas morte, elle s'est endormie, c'est ce qu'on appelle la dormition de la Vierge, avant de monter au ciel, au milieu des anges, comme on le voit, alors là c'est l'Assomption, comme on le voit dans de nombreux tableaux de la Renaissance. Alors lui, Caravage n'a pas voulu faire ça. Il n'y a pas non plus d'Assomption possible dans ce tableau, car l'espace au-dessus du lit de mort est bouché par un immense rideau. C'est tout simplement la mort de la Vierge, et c'est lui qui a donné ce titre au tableau. Alors pourquoi? Sans doute parce que pour lui, c'est d'abord une femme qui a souffert de la mort et du supplice de son fils, et qui vient de trouver l'apaisement dans la mort, on le voit sur son visage, dans le rayon de lumière qui l'éclaire. Alors, l'autre raison du scandale est due aux circonstances, parce que pour peindre son tableau, Caravage a pris pour modèle le cadavre d'une jeune femme morte que l'on avait retrouvée noyée dans le Tibre, et cette jeune femme était une prostituée, elle s'appelait Anna Bianchini, ou Annuncia de son surnom. Or, la chose c'est su, et on imagine la réaction des moines du couvent qui l'avaient commandé. Pour eux, prendre une prostituée pour modèle pour peindre la Sainte Vierge, c'était un sacrilège. Justement, au regard du modèle qu'il a choisi pour son tableau, est-ce qu'on peut voir le Caravage comme un peintre des petites gens, à une époque où l'art était signe de richesse, de pouvoir? Ce que vous montrez d'ailleurs très bien dans votre récit, vous montrez bien ces rivalités de collections d'art entre puissants. Et là, on a ce peintre, Caravage, qui vient avec ses modèles du peuple, bousculer un peu tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'à l'époque, il n'existait pas de musée public, et les tableaux se trouvaient chez de grands collectionneurs, qui étaient des nobles, des gens très riches, qui avaient parfois de magnifiques collections de tableaux. Et Caravage, en effet, était le peintre des petites gens. Il peignait des mendiants, des pauvres, des gens qu'il allait chercher dans la rue et qu'il prenait comme modèle. Une anecdote qui est racontée par Bellori, qui était un ami à lui et qui a été son premier biographe, qui raconte qu'un jour, Caravage était avec des amis, et puis dans son atelier, et ses amis lui disaient: mais pourquoi ne prends-tu pas pour modèle la statuaire gréco-latine ou les figures
angéliques de Raphaël au siècle précédent. Et Caravage leur répond, mais non, moi, mes modèles, ce sont les gens de la rue. Et sur ce, il fait signe à une gitane qui passait dans la rue, et il lui dit de venir, et il se met à la peindre. Pour lui, ces modèles, c'était effectivement les petites gens, les gens du peuple. Alors, comme vous le dites, on peut se demander si ça ne choquait pas les gens de la haute société qui lui achetaient ces tableaux. Pas forcément, parce que on est à l'époque de la contre-réforme. Alors la contre-réforme, c'est la contre-offensive de l'Église catholique, décidée après le Concile de Trente, pour lutter contre l'influence de plus en plus grande des idées de Luther en Europe. Et pour les partisans et les défenseurs de la contre-réforme, et les acteurs de cette contre-réforme catholique, donc, la peinture à sujet religieux avait une mission qui était d'émouvoir les gens, et ils pensaient que plus une scène était montrée, une scène de l'évangile était montrée avec réalisme dans un milieu modeste, plus elle frappait, plus elle touchait les âmes. Dans cette optique, ça ne les gênait pas du tout, au contraire. Alors, les historiens de l'art expliquent la peinture de Caravage, justement, par la contre-réforme. Mais non, je suis pas historien d'art, mais je suis pas de cet avis, parce que Caravage va trop loin. Quand il montre, par exemple, dans Judith décapitant Holoferne, Judith découpant la tête d'Holoferne avec son couteau, et on voit la tête presque se détacher du corps. Donc ça dépasse complètement le cadre dont je parlais, et c'est sa propre vision qui est une vision sombre, une vision noire de la vie qui apparaît. Et par ailleurs, je crois que Caravage devait se moquer un peu de cette contre-réforme, de cette lutte engagée contre les réformés par le Vatican. Pour revenir sur la vie très romanesque du Caravage dont vous parliez au tout début, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un personnage plein de paradoxes, parce que à la fois il apparaît vraiment comme un génie de la peinture qui brille auprès des grands de Rome, du moins pendant une partie de sa vie, mais à côté vous avez mentionné sa vie sulfureuse qui l'a mené à sa perte. Est-ce qu'on pourrait y voir un parallèle avec sa technique du clair-obscur, et se dire que finalement il a incarné sa technique, clarté, obscurité, jusque dans sa vie même? Oui, et c'est une idée très intéressante, et je n'y avais pas pensé. C'est vrai qu'il y a chez lui un côté sombre, et en même temps, il y a chez lui une élévation, cette aspiration à la beauté, bien sûr, mais aussi une élévation spirituelle qu'on peut voir, par exemple, dans le regard de Saint Matthieu, dans la vocation de Saint Matthieu. Ce regard est absolument extraordinaire. Et il y a ce côté double, ambivalent, contradictoire, qu'on peut mettre en effet tout à fait en relation avec sa technique du clair-obscur. Oui. Pour conclure cette interview, en quoi pour vous réside la modernité du Caravage, et plus particulièrement de la mort de la Vierge? Alors, au début du roman, je montre le Caravage en train de peindre dans son atelier, de peindre la mort de la Vierge, dans son atelier tendu de rideaux noirs, et avec une fenêtre en partie obturée, de façon à laisser passer un ray de lumière qui traverse la pénombre de l'atelier et qui vient éclairer le crâne des apôtres et le visage de la Vierge. Alors, on sait par Bellory, dont je parlais tout à l'heure, que Caravage travaillait ainsi, dans une semi-obscurité, qu'il utilisait des lampes, des effets de lumière qu'il trafiquait, un petit peu comme un photographe, voyez-vous. Il mettait en scène, en fait, les éclairages, et quelqu'un comme David Hockney, qui est un peintre photographe contemporain, il fait observer qu'il travaillait peut-être aussi avec un système optique. Alors c'était peut-être la caméra obscura, qui est l'ancêtre de l'appareil photo, donc qui existait déjà, parce que David Hockney fait remarquer que on n'a jamais trouvé un seul dessin préparatoire de Caravage. Il peignait directement, sans dessin,
et c'est assez extraordinaire, c'est un génie absolument exceptionnel, vu la complexité de certaines scènes, de certaines compositions qu'il fait dans ses tableaux. Alors, il y a aussi une interview très intéressante que j'ai trouvée du cinéaste Martin Scorsese, qui est un grand amateur du Caravage et qui dit que il a une technique cinématographique, c'est-à-dire que il nous plonge in medias res au cœur de l'action et il fait un gros plan sur une scène en plein cœur de l'action, ce qui est une technique cinématographique, nous dit Scorsese. Et ces références à des contemporains qui sont cinéastes ou photographes montrent bien, je crois, la modernité du regard de Caravage. Et puis il y a aussi, il faut quand même en parler, l'invention par lui du clair-obscur, ce procédé qui a influencé des peintres aussi importants que Velázquez, que Rembrandt, que Vermeer, que Delatour. Donc son influence est considérable sur la peinture postérieure, mais en même temps, bizarrement, il a été oublié, alors qu'il était très célèbre à Rome de son vivant. Il a été oublié pendant 3 siècles. Et c'est finalement vers les années 1950 qu'il a été redécouvert par un historien d'art italien, Roberto Longhi, et depuis cette époque, il est devenu, je dirais pas qu'il est devenu à la mode, mais je dirais qu'il a retrouvé la place qui lui revenait au panthéon des grands peintres, des grands maîtres de la peinture. Merci beaucoup Alain Leninez. Merci à vous. Je rappelle que votre livre Le Dernier Sommeil selon Caravage est paru aux ateliers Henri Dougier dans la collection Le Roman d'un chef-d'œuvre. Il est disponible en librairie et en e-book, et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune actualité de la collection et des ateliers Henri Dougier. C'était le 9e épisode du Roman d'un chef-d'œuvre, une série podcast des ateliers Henri Dougier, conçue et réalisée par Margot Grélier et Gaël Bidan, à écouter sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on s'intéressera pour la première fois à un peintre contemporain, Gérard Garouste, et à son chef-d'œuvre, Diane et Actéon. Il est temps à présent de se quitter sur la sélection musicale de l'auteur. Alain Leninez, vous avez choisi de nous faire écouter un air de l'Orfeo de Monteverdi, situé à l'acte 4, Signor Quell'Infelice, ici interprété par Anna Simboli. Merci à vous, bonne écoute à tous, et à très bientôt. Volta